Merci à vous qui venez de nous rejoindre pour la troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique m'a rejoint Mamadou Sylla. Vous êtes le président donc, de l'organisation SOS Casamance. Merci de m'avoir rejoint. Merci. Et Monsieur Wondo, spécialiste des questions militaires et de la défense, est resté avec moi, de même que Maître Kenneth Feliro, avocat au barreau de Bruxelles. Merci à vous deux également d'être restés avec moi. Quelles sont aujourd'hui les hypothèses possibles de sortie de crise en Gambie, mais surtout quel est le défi principal auquel devra s'attaquer Adama Barrow une fois installé au pouvoir à Banjul? Avant d'en parler avec mes invités, je vous propose d'écouter ce que dit à ce sujet Adama Gueye. Il est journaliste sénégalais et écrivain. M. Barrow a été déjà installé officiellement hier à Dakar. Qu'il aille en Gambie, c'est pas ça l'essentiel. La communauté internationale l'a reconnu, le Conseil de sécurité comme l'Union africaine, comme la CEDEAO, se sont mis derrière lui. Donc c'est évident. Il reste à l'amener dans son pays physiquement. Son premier défi, bien évidemment, c'est que M. Yahya Jammeh, qui s'entête à rester au pouvoir, comprenne que les carottes sont cuites et qu'il doit s'effacer. Bien évidemment, un homme comme Jammeh, qui ne s'imaginait pas face à une telle tournure, se retrouve dans un monde qui ne lui est pas très connu. Il était dans un monde de brut. Aujourd'hui, il fait face à un monde plus compliqué, avec des gens qui ne sont pas disposés à accepter des autocrates comme lui. Et je pense que la première des choses pour le président Barrow, parce qu'il faut l'appeler ainsi, c'est le président de Gambie, c'est de s'assurer que M. Yahya Jammeh s'en aille, qu'il quitte le pays, qu'il trouve un pays refuge. D'abord, un pays de transit en Afrique de l'Ouest, probablement la Guinée-Conakry ou la Mauritanie, mais après un pays de refuge et d'installation qui pourrait être un des pays arabes, parce qu'en dehors de ces pays, il court le risque, même s'il reste en Afrique de l'Ouest, d'être extradé devant la Cour internationale de justice. Au-delà de cela, l'autre dimension pour M. Barrow est de rester un peu moins erratique, d'être plus posé, d'agir en chef d'État et de s'assurer qu'il rassure et ses compatriotes et la communauté internationale et qu'il puisse maintenant fédérer autour de sa personne toutes les volontés qui sont pour une transition démocratique, même au forceps en Gambie. Fédérer les Gambiens autour de sa personne, M. Wondo, ce sera une tâche facile pour Adama Barrow après le départ de Yahya Jammeh? Je dirais d'abord non et oui. Non, parce que la personne de M. Barrow est une personnalité qu'on peut citer plus ou moins, qu'on peut plutôt qualifier d'opportuniste, parce qu'il est arrivé là parce que Yahya Jammeh a d'abord éliminé ou neutralisé ses opposants. Donc c'est quelqu'un qui est sorti qui, je ne pense pas qu'il est vraiment connu du grand public gambien. Ce qui fait qu'il doit d'abord gagner la confiance des Gambiens. Mais le fait qu'il a gagné les élections, ça signifie qu'il dispose d'une assiette assez large, assez grande de légitimité qui lui permettrait de pouvoir rassembler sa population. Oui, Maître Kenneth Feliro, dites-nous quel doit être son défi principal, son défi prioritaire une fois installé à Banjul. Alors, une fois installé à Banjul, si c'est un homme d'affaires, il a intérêt à tout faire pour mettre en place des réformes économiques pour que le pays démarre, premièrement. Ensuite, l'analyse de mon contradicteur est intéressante, mais je me méfie toujours de ces hommes qui viennent grâce à un vote de rejet. Parce qu'un vote de rejet, ce n'est pas un vote d'adhésion, c'est un vote de désespoir. Et donc l'attente qui va donc se cristalliser sur ce candidat heureux va être largement, disproportionné par rapport à ses capacités. Est-ce que cet homme a une expérience politique? Est-ce qu'il a une expérience de gestion? On n'en sait strictement rien. C'est ce qu'on appelle un outsider. Mais on a vu que les outsiders peuvent apporter des surprises. Vous avez vu Barack Obama, il ne venait de nulle part et il est arrivé, après 2 mandats, à redresser le destin d'un grand pays, en dépit d'un handicap qui aurait dû être sa couleur. Donc, moi je dis simplement, l'avenir nous dira
de quoi va être fait le futur de la Gambie. Monsieur Sylla, on l'a vu, l'engagement du Sénégal n'est pas désintéressé. Dites-nous, quelle incidence peut avoir la résolution de la crise gambienne sur le problème casamançais? Oui, personnellement, je l'ai dit, je dis que il ne faut pas s'attendre à une grande chose. Alors, Adama Barrow va être installé, il hérite un pays qui est complètement divisé, il hérite un pouvoir, il a été mal préparé pour gérer ce pouvoir-là. Alors, les Gambiens, comme l'ont dit les collègues ici, portent beaucoup d'espoir. On verra bien, est-ce que réellement, il va effectivement s'adapter, il va en tout cas répondre aux attentes des Gambiens. Je rappelle également qu'il a été, comment dirais-je, conduit effectivement dans le cadre de ce processus politique par une coalition de partis politiques, même si les leaders de partis politiques ne sont pas là, qui sont beaucoup plus expérimentés que lui. Donc, en fait, la tâche s'avère beaucoup plus difficile, en tout cas pour lui. Cela dit, par rapport effectivement à la résolution de la crise casamançaise, bon, je pense que c'est la responsabilité de l'État du Sénégal. Alors, je précise deux choses. Je précise que vous êtes à la tête d'une association qui s'appelle SOS Casamance. Je précise également que Yaya Jammeh, disons les choses clairement, est le principal mécène de Sadio Salif. On le sait, donc du mouvement des forces démocratiques de la Casamance. C'est ce qu'on dit. Moi, je me méfie de ce qui est raconté. Je regarde, j'apprécie les faits. C'est quand même la base arrière de Sadio Salif. Vous savez, la Gambie à l'intérieur du Sénégal, on ne peut pas reprocher à la Gambie vraiment d'avoir... Vu comme ça, voilà. Oui, d'accord. C'est pas possible. Donc, en fait, ce genre d'idée, bon, je pense que c'est un procès qui ne tient pas. Mais le Sénégal et l'opinion doivent comprendre que la crise casamançaise, elle va être résolue par palier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Sénégal a la responsabilité, puisque c'est le Sénégal qui revendique le territoire casamançais, de prouver que la Casamance, effectivement, appartient au Sénégal. Le Sénégal doit le prouver par sa politique. Alors, il y a une politique de discrimination, effectivement, à l'endroit de cette partie du Sénégal, qui fait que les gens sont frustrés. Il y a beaucoup de frustration. Il y a des gens qui ne se reconnaissent pas dans la politique sénégalaise. Donc, c'est au Sénégal de prouver cela. Donc, c'est au Sénégal, effectivement, de gérer la continuité, de mettre les moyens qui consistaient, effectivement, à garantir la continuité territoriale. La Gambie, quoi qu'on dise, je crois que c'est des rapports de bon voisinage. La Gambie, c'est un État souverain, c'est un État anglophone, c'est un peuple, il faut le reconnaître, qui a une souveraineté. Donc, il faut dialoguer avec ce peuple-là. Il faut construire un dialogue permanent qui permettrait, effectivement, à ces deux peuples qui partagent la même histoire, qui partagent la même géographie, la même culture, le même peuple, de se retrouver pour dire nous avons des sons communs. Dites-nous très rapidement, qu'est-ce qui explique les rapports difficiles qu'avaient les deux chefs d'État? C'est l'histoire, c'est même pas les deux chefs d'État, c'est l'histoire. L'histoire du Sénégal et de la Gambie, ça n'a jamais été facile. C'est aussi l'héritage colonial, il ne faut pas l'oublier. Donc, nous héritons de tout ça, et donc, l'intelligence politique aujourd'hui de nos dirigeants est convoquée par rapport à cette situation pour arriver à créer une vraie dynamique que les peuples eux-mêmes vont porter. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a beaucoup de comportements qui n'adhèrent pas forcément à ce genre de... Maître Ferriot, par rapport à la situation, j'ai que retenir de cette crise et de ce dénouement. Nous avons déjà en face de nous deux situations possibles. Ou bien il part par la diplomatie, ou il part par les armes. De toute façon, le président Jammeh partira. Qu'est-ce qu'il faudra retenir après dans le fonctionnement des organisations sous-régionales? Alors moi, je reprends l'analyse d'Achille Mbembe dans la critique de la raison nègre. Il dit qu'il faut que l'Afrique se débarrasse des satrapes, donc de ces politiciens qui s'imposent par la force. Et il n'y a pas que lui qui est impliqué dans cette histoire. Quand on parle de Yaya Jammeh, moi je regarde le Congo démocratique avec Denis Sassou Nguesso, je regarde le Tchad avec Idriss Déby, je regarde la RDC... Ils ont tous été élus. Non mais d'accord, ils sont élus, mais c'est ce qu'on appelle des satrapes, des types, moi j'appelle ça des types, donc qui se maintiennent au pouvoir par la violence, qui ont compris qu'on peut utiliser le droit constitutionnel pour faire traîner les élections, se réinstaller au pouvoir, parce qu'effectivement, il n'y a pas de vacances de poste lorsqu'il y a un recours. Donc le président de l'Assemblée nationale, dans toutes les constitutions, ne peut pas prendre le pouvoir. C'est le président qui est en place, qui pilote les recours, qui éventuellement peut vider une juridiction de son contenu. Donc finalement, le recours... Donc ils utilisent tous les arguments possibles
pour pouvoir rester au pouvoir. Et donc, la première leçon, c'est que il faut que l'alternance réelle existe en Afrique, parce que les peuples africains méritent au moins ça. Si on veut faire en sorte que nos territoires ne soient pas des prisons à ciel ouvert, il faut une alternance pour que chacun soit jugé sur son programme politique, sur les innovations, sur ce qu'on appelle une réécriture de notre histoire, parce qu'on ne peut pas continuer à être en fait dans les soubresauts de l'époque postcoloniale. Qu'est-ce que c'est que la Gambie? En 1455, c'est un comptoir portugais. Après que le pape donne justement au roi du Portugal la possibilité d'exploiter les Noirs d'Afrique. Donc l'historique, l'origine de la Gambie est dramatique. Elle commence avec le trafic de l'esclavage. Ensuite, elle devient une espèce de petit territoire ballotté entre des intérêts anglais, français, même de la Lettonie sur la Gambie. Elle devient pendant la Seconde Guerre mondiale, une base arrière pour l'armée américaine qui envoyait ses avions. Mais quand c'est qu'à un moment donné, et je peux comprendre quelque part l'attitude de Djamé, qui se dit « mon pays n'a jamais été dirigé par nous ». Donc il crée un nationalisme et il crée un esprit. Je rappelle que la Gambie, c'est un pays de 11 300 km². Oui. Donc relativement, il crée un nationalisme qui justifie par ce pays qui a toujours été ballotté. Et donc il se plante finalement parce qu'il y a une dictature, mais au départ, je suis certain que lorsqu'il prend le pouvoir, grâce à un coup d'État, ça part sur de belles intentions. Après, comme on dit, le pouvoir absolu corrompt absolument, et il part dans une forme de sociopathie et d'hystérie. Il faut aussi dire qu'il a pris le pouvoir à 29 ans, et autour de lui, il y a des chefs d'État qui sont là depuis des décennies. Au fond, Yaya Jammeh, c'est un produit africain finalement. C'est même pas un produit. C'est un produit de l'époque postcoloniale. Et donc, Achille Mbembe est celui qui fait les meilleures analyses sur la postcolonialité. Il explique bien qu'il faut qu'on se débarrasse des satrapes parce que nous ne pouvons plus, avec nos enfants, continuer. Avec nos enfants qui sont. Il faut créer une nouvelle dynamique, une nouvelle culture politique. On ne peut plus se permettre d'avoir des gars comme Yaya Jammeh, comme Denis Sassou Nguesso et plein d'autres satrapes. Comme Joseph Kabila au Congo, qui est dans la même lignée que Yaya Jammeh, parce qu'arrivé au pouvoir à quel âge? En moins de 30 ans. Aujourd'hui, il crée... Non, mais l'âge en soi ne fait pas perdre la légitimité, c'est pas la question. Oui, mais aujourd'hui, c'est la gens, c'est la capacité qui arrive à exploiter, la Constitution, chercher des interprétations de l'alternance. Parce qu'en fait, Yaya Jammeh, c'est l'image des politiques sénégalais. Parce que Jammeh, il puise effectivement sa source, c'est le Sénégal qui fait le miroir. À partir de ce moment-là, ce qui se passe au Sénégal... Vous avez régulièrement connu l'alternance démocratique. Oui, mais attends, on a connu depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, maintenant, l'alternance politique. Oui, Senghor était resté plus de 20 ans, il a passé le pouvoir à Diouf, Diouf est resté pendant à peu près 20 ans. Donc, après, Wade est venu, il a fait 10 ans, mais il n'y a jamais de voir ça. Donc, à partir de ce moment-là aussi, il faut quand même qu'on regarde les choses d'une certaine manière. C'est-à-dire, le peuple gambien aussi... il n'a de miroir qu'avec le peuple sénégalais. Donc, à partir de ce moment-là, ils ont construit cette idée pour faire l'alternance. L'alternance et le rebelle, ce n'est pas le même cas. Donc, il faut qu'on soit un peu lucide, qu'on regarde que ce peuple souverain qui a osé faire l'alternance dans son pays, qui a surpris même le président gambien, qui se dit, mais c'est quel peuple j'ai en face de moi? Et il reconnaît sa défaite. Il appelle pour... Donc, il fait exactement comme ça s'est passé au Sénégal en 2000 entre Diouf et Wade. À partir de ce moment-là, je crois que les leviers étaient là pour encadrer cela et permettre effectivement le passage pacifique du pouvoir. Ça n'a pas été le cas. Bon, boum, c'était vraiment très violent, les réactions. Mais il y a un aspect qu'on oublie. C'est que Yaya Jammeh a peur d'aller à la CPI. Et la CPI est très discutée, est très contestée en Afrique. Et en réalité, lorsque Barrow prend le pouvoir, il dit « je vais te poursuivre pour ce que tu as fait oui. ». Et c'est ce qui crée une partie du problème. Et Yaya Jammeh dit, mais comment moi qui ai combattu les Européens, qui me suis toujours autoproclamé comme président africain avec une légitimité africaine et une stature de héros africain, comment tu veux m'envoyer encore chez les Blancs? Parce que les Africains ne comprennent pas pourquoi
les Américains, des gars comme Bush qui ont créé des guerres, ne sont pas devant la CPI. Bon, effectivement, l'Amérique n'a pas signé donc, le protocole de la CPI. Le statut de Rome. Il est sorti de la CPI en ce moment. Dans les arguments de Yahya Jammeh, il y a quand même des arguments qui ne sont pas à prendre à la légère. Très rapidement, M. Rondo, quelles leçons tirées en matière électorale? Parce que tout est parti et des élections, du contentieux électoral finalement. Qu'est-ce qu'on doit avoir désormais? Parce qu'il faut réformer les choses. On ne peut pas être prêt. La CEDEAO devra être prête à intervenir à chaque fois qu'un président refuse de reconnaître sa défaite électorale? Non, mais il faut d'abord partir du fait que le cas de la Gambie, oui, c'est un reliquat, parce que c'est le seul pays qui est en difficulté en termes d'évolution électorale en Afrique de l'Ouest. Donc pour la CEDEAO, c'est pas le seul pays. pratiquement. C'est même pas une Si vous pensez. On a vu dans d'autres pays des militaires voler des urnes et les bourrer pour après. À part le Togo. Dis très rapidement. Mieux dans ce que vous dites, il n'y a pas eu de guerre civile en Gambie, ni de mort qui puisse nécessiter l'intervention de la CEDEAO. Donc ça, c'est quand même important. Pour expliquer que quand on voit en termes d'évolution, parce que l'élection, le processus électoral, c'est un processus, c'est pas quelque chose qui peut être décrété du jour au lendemain. Donc c'est un processus qui doit venir. On sent quand même que si on compare au niveau de l'Afrique subsaharienne, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, où le niveau zéro, il y a quand même des leçons à tirer en termes d'appropriation. Hein, non seulement par la population, mais d'une culture politique à l'alternance. Et c'est quelque chose qui est en cours, mais qui ne doit pas malheureusement être résolu par des moyens militaires ou par des moyens de pression. Jean-Jacques Rondo, merci à vous d'avoir accepté de participer à ce débat. Je rappelle que vous êtes analyste politique, spécialiste des questions militaires et de défense. Merci à vous. Mamadou Sylla, président de l'organisation SOS Casamance, on a vu l'intérêt que vous portez à la question gambienne. Espérons tout simplement que la situation gambienne débouche sur une solution pacifique et qu'on n'épargne des Gambiens la souffrance parce que ce peuple a tant souffert. Maître Kenneth Feliro, merci à vous également d'avoir participé à ce débat. Merci à vous trois. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Politicia, votre rendez-vous politique que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia.